Pour faire simple, pour prendre une image, les OKR, c'est la courroie de distribution entre la stratégie et les équipes. Bonjour à tous, moi c'est Bertrand Ruiz, le CEO d'Ersas, l'outil de gouvernance projet qui révolutionne la façon dont les directions peuvent prendre des décisions éclairées. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Dans cette saison dédiée à l'agilité dans l'entreprise en 2023, en partenariat avec Valiantis, qui est partenaire Atlassian spécialisé Agile & Scale, nous allons creuser à fond cette thématique. Une entreprise qui est agile, ça veut dire quoi ? Quel est le niveau d'investissement nécessaire du DG ? Comment mettre en place une démarche agile dans une ETI ? Dans une collectivité? Comment gérer les budgets quand on fait de l'agile? Quel est le principal bénéfice à ce type de démarche? Dans un contexte de crise à répétition, il est important de questionner notre capacité à nous organiser. C'est cela que nous avons voulu faire avec cette saison. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Laurent Morisseau qui est coach OKR. Salut Laurent. Salut. Écoute, avec Laurent, on s'est rencontrés, on a échangé peut-être une demi-heure, on a fait le podcast avant le podcast en parlant des OKR. On se comprenait pas sur plein de trucs, donc je me suis dit ça peut vraiment être bien de faire l'épisode. Mais avant ça, Laurent, est-ce que tu peux un peu te présenter qu'est-ce que tu fais dans la vie, ça veut dire quoi être coach OKR et un peu ton parcours? Alors, coach OKR, ça veut dire quoi? C'est vrai que c'est une bonne question parce que c'est plutôt un nouveau métier à part entière. Simplement, ça veut dire implémenter les OKR dans les entreprises, accompagner les équipes dirigeantes, mettre en place tout ça et puis surtout faire vivre. Il faut que ça vive bien les OKR, on en reparlera évidemment, mais que on soit dans une démarche d'amélioration continue. Mon parcours pour en arriver là, il est un tout petit peu atypique. J'ai commencé comme architecte naval, puis développeur, donc ça c'était pour ma vie d'avant. Mais ça fait plus de 15 ans. Architecte naval? Oui, j'étais ingénieur génie maritime et architecte naval de l'école d'architecture de Nantes, pour être plus précis. Et j'ai surtout fait ça quelques années et après j'ai arrêté pour pouvoir naviguer. J'ai fait de la course au large pendant des années jusqu'à faire une transat. Voilà, donc ça c'est pour la partie perso. Stylé. Ouais, c'est ce que je me suis dit pour quand j'ai fait cette carrière et puis après j'ai dit faut vraiment vivre et puis avoir un vrai métier et donc j'ai été développeur pendant des années. Ce qui fait le lien, c'est que pendant que j'étais architecte naval, j'ai développé un logiciel de calcul d'éléments finis, de calcul de structure en éléments finis, etc. Ce qui m'a amené, pour les bateaux, ce qui m'a amené vers le développement. Donc j'ai été longtemps développeur, une quinzaine d'années, et après je me suis mis à l'agilité assez tôt parce que justement, vu mon passé d'architecte naval, j'avais pas appris les standards, j'avais pas appris les canons de travail du développement logiciel et la manière dont on travaillait, me posait des questions. Mais au début, les premières années, j'ai appris le métier, comme on dit. Et puis après, je me suis relevé, je me suis dit tiens, il y a peut-être d'autres manières de faire. Et c'est là où j'ai baigné dans l'agilité. Et donc ça fait 15 ans que je fais ça. D'abord sur une approche plutôt transversale, le Kanban, on va dire le flux entre les équipes, pour aligner, pour se focaliser, pour travailler ensemble, pour collaborer. Et puis après, j'ai essayé de transformer les entreprises un peu plus dans leur globalité, parce que j'ai la chance de pouvoir travailler avec des TPE, des PME. Mais il y avait un plafond de verre j'arrivais pas, comme bien d'autres, qu'on n'arrivait pas à casser pour avoir accès, on va dire, aux dirigeants, aux exécutifs, pour pouvoir avoir une approche plus globale. Et en fait, j'ai cherché des outils et les OKR, à un moment donné, se sont un petit peu imposés à moi, puisque c'est un outil qui peut être utilisé à tous les niveaux et qui peut bénéficier à toute l'entreprise. Et c'était assez cohérent avec l'approche précédente sur le Kanban, parce que l'idée, c'était d'aligner non plus en horizontal, mais plutôt en vertical, de se focaliser sur l'essentiel, et donc voilà. Donc c'est une approche un petit peu mixte qui m'a amené là. Et juste pour compléter un petit peu le tableau, donc j'ai aussi beaucoup animé des communautés agiles. Donc je suis breton, je suis à Rennes. Donc j'avais lancé la communauté agile de Rennes. J'avais créé la conférence Agile Tour Rennes qui existe toujours. Et au niveau du Kanban, c'est la conférence Lean Kanban France qui est devenue Flocon maintenant. Voilà. Ok. Et récemment, pardon. Non, vas-y. Récemment, j'ai publié un livre sur les OKR. C'est ce qui m'amène ici. C'est donc la boîte à outils de la méthode OKR chez Dino. Trop cool. Ça, j'ai un écrivain et tout avec moi. Les gars, c'est pas le premier livre en plus, hein. Laurent Morisseau, non, je taquine, mais c'est vrai que, tu vois, en fait, maintenant, il y a tellement de prises de parole sur LinkedIn, de blog, etc., que l'écriture même d'un livre en soi, tu vois, est une démarche même particulière parce que c'est plus du tout la seule manière d'expression
ou de même se faire connaître par rapport à une expertise. On peut même se poser à quel moment ça vaut le coup d'écrire un livre, parce que c'est souvent pas rentable en termes d'argent. Si tu fais Non, des directement, best-sellers de ouf. c'est pas rentable, mais en fait, c'est une démarche avant tout personnelle, c'est d'aller à fond dans un sujet et de le maîtriser, on va dire, dans toutes ses perspectives. Il y a que quand j'ai écrit un livre que je me sens vraiment à l'aise pour en parler, pour former, etc. Mais avant, évidemment, il faut bien expérimenter. Donc j'avais fait cette même démarche sur le Kanban précédemment, et là j'ai la même approche pour l'agilité entreprise. Trop bien. Et non, mais super. Et donc, du coup, on va repartir des bases sur les OKR. Donc, OKR, méthodologie Google initialement, on va dire ça comme ça. Enfin, dans tous les cas, des belles boîtes. Moi, je la connaissais depuis de Google, je crois, mais tu me diras si mon souvenir est faux. Et très utilisé dans les startups. Et donc, du coup, on voit de plus en plus que ça sort de ce scope-là, uniquement entreprise technologique, on va dire relativement jeune. Qu'est-ce que c'est les OKR en quelques mots? Voilà, c'est quoi la philosophie qu'il y a derrière, comment ça s'articule? Donc déjà sur l'historique, tu as raison, hein, ça a été mis en avant par Google, mais c'est plus vieux que ça. Ça a démarré dans les années 70 avec Intel, Andy Grove et John Doerr qui était à la manœuvre. Et en fait, c'est John Doerr qui a écrit le livre Mesurer ce qui compte, qui a accompagné Google sur les OKR. Et en fait, là où effectivement c'est une entreprise iconique dont on se rappelle, c'est que Google a utilisé les OKR dès le début. Et jusqu'à maintenant encore, c'est-à-dire de la start-up à une grande multinationale qu'on connaît. Et donc ça évidemment, ça interroge sur c'est quoi cet outil qui est aussi robuste pour accompagner une entreprise dans tous ses états. Donc les OKR, donc OKR pour objectif, KR Ouais. pour qui résulte. Qu'est-ce que c'est? Donc tu disais d'alignement vertical, comment ça fonctionne? Donc effectivement, les OKR, c'est objectifs et résultats clés hein, en français. Les objectifs, c'est un objectif plutôt qualitatif, plutôt ambitieux. C'est la cible qu'on cherche à atteindre. Et les résultats clés, en fait, c'est les critères de succès de l'atteinte de cet objectif. Donc ça, c'est quelque part, c'est quelque chose qui est simple à comprendre, mais c'est aussi la mesure de la progression vers cet objectif. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant, et notamment dans le contexte de l'agilité d'aujourd'hui, tout simplement parce que ça veut dire que si on avance dans le bon sens, bon, tout est parfait, on continue. Par contre, si c'est pas le cas, si on se rend compte qu'on va pas vers notre objectif, eh ben, il faut prendre des décisions en cours de route sur est-ce qu'on a pris les bonnes actions, est-ce qu'on a pris les bonnes initiatives, est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières de faire, des meilleures manières de faire connues ici. Et donc, ça remet, je dirais, à l'honneur l'agilité, c'est-à-dire avancer pas à pas, construire au fur et à mesure avec ce qu'on apprend, et puis voilà tout ce qu'il faut mettre en place pour atteindre notre objectif. Donc, en fait, c'est de la gestion d'objectifs d'entreprise. Ça, je veux dire, c'est classique, ça existait avant, mais qui marche très très bien dans un contexte agile. Et là, on va aligner l'entreprise. Avant, on avait le management par objectif qui alignait également l'entreprise sur les objectifs, mais c'était une approche, je dirais, traditionnelle, cascadée, du CIO jusqu'aux individus, et je dirais plutôt imposer ou négocier à la marge entre les managers et les collaborateurs. Là, l'approche est vraiment différente. L'idée, c'est que l'entreprise ou la chaîne de valeur, le département, le produit, peu importe, définit sa stratégie. Et en fait, les OKR vont se positionner comme un outil d'exécution de sa stratégie. Et là où c'est vraiment différent, c'est que on va définir des OKR pour ce produit, pour ce département, pour cette entreprise, et on va demander aux équipes comment elles peuvent contribuer à essayer d'atteindre l'objectif. Et comment ça va se formaliser? Et bien, en fait, chaque équipe va proposer ses propres OKR de son équipe. Plutôt que ce soit cascadé et imposé, en fait, on demande comment vous allez contribuer. Donc, on repose sur l'intelligence collective, sur la force de proposition des uns et des autres. Mais du coup, juste pour être sûr de comprendre, parce que il y a des trucs que j'ai pas compris là. L'entreprise, elle a un plan. L'entreprise, tu disais, chacun va définir sa stratégie. Bon, déjà, l'entreprise, normalement, si elle arrive à avancer, elle a un plan stratégique à 2 ans, 3 ans, enfin, sur une durée plus ou moins longue, mais qui est un horizon de temps qui permet de se projeter dans le futur et qui est un peu le chapeau stratégique de la société. Donc, ça, c'est les objectifs et des résultats au niveau du plan stratégique, ou c'est que des objectifs? Alors ça, c'est plutôt la stratégie.
on va parler d'ambition. Alors effectivement, là où on se mélange les pinceaux, c'est T'as pas d'OKR, t'as pas les OKR, t'as pas d'OKR qui sont vraiment liés à la stratégie de la boîte. Alors, pas à ce niveau-là. C'est-à-dire, faut bien séparer la stratégie. Les OKR, c'est pas un outil pour définir ta stratégie. Il y en a d'autres. Donc, il y a la stratégie. Dedans, on va mettre des ambitions stratégiques à 2 ou 3 ans. Je veux être là. Je veux gagner tant d'argent. Je veux ouvrir un nouveau marché, etc. Ça, c'est la stratégie. Ensuite, les OKR sont là, justement, pour mettre en œuvre, pour exécuter cette stratégie. Et l'horizon de temps est du coup pas du tout le même. On parle d'OKR stratégique plutôt à 1 an, d'OKR tactique d'équipe plutôt à un trimestre. C'est des ordres de grandeur, de temporalité, on peut changer, mais voilà. Donc si tu veux, au niveau de l'équipe, on est au trimestre, au niveau de l'entreprise, pour les OKR, on est à l'année. Pour l'ambition stratégique, on va à 2-3 ans, on se projette un peu plus loin. Et tout ça, en fait, c'est une articulation. C'est pour faire simple, pour prendre une image, les OKR, c'est la courroie de distribution entre la stratégie et les équipes. Ok, donc du coup, peut-être déjà un point qui est en tous les cas mal compris pour ma part, c'est de dire en fait, il y a le plan stratégique de la société, ça c'est pas les OKR, c'est les ambitions, etc. Tu dis il y a d'autres outils. De ça, c'est le point de début de conversation, de dire voilà la direction dans laquelle on est. Ouais. Maintenant, et là tu définis une maille dans l'entreprise, ça peut être l'équipe, le département, le produit. Tu dis voilà, il y a plusieurs mailles. En fait, c'est un peu la constitution de qu'est-ce qui fait avancer la boîte. C'est ok, quels sont les OKR que vous pouvez vous fixer sur une échelle de temps par trimestre, etc. pour contribuer là-dessus. Et est-ce que quand tu leur demandes de faire ça, donc du coup il y a des OKR. Imaginons qu'on parle le plus simple, ce soit par équipe, parce que du coup c'est peut-être un peu plus simple par département. Tu as 10 départements qui font 10 démarches OKR, donc il peut y avoir plusieurs objectifs, plusieurs OKR. Souvent c'est au trimestre qu'ils le font, c'est au mois. C'est quoi la maille un peu de l'entreprise en général? Je te dis, les OKR stratégiques, au niveau d'un département, au niveau d'un produit, on est plutôt entre 6 mois et 1 an. Et là, évidemment, l'échelle de temps dépend. Est-ce que c'est un produit ou une entreprise qui est déjà établie? Est-ce qu'il y a beaucoup de mouvements concurrentiels? Donc les équipes peuvent faire vraiment des OKR sur juste 6 mois et un an. C'est pas au trimestre, c'est pas. Là, j'ai parlé d'OKR stratégique, donc plutôt produit, plutôt entreprise. Après, tu as les OKR tactiques. En fait, tu as 2 niveaux d'OKR. C'est peut-être, on va un petit peu vite dans la discussion, mais il y a 2 niveaux d'OKR. Ça, c'est l'état de l'art. C'est ce qu'on trouve en général, hein. Donc, on a deux niveaux d'OKR, donc plutôt stratégique, plutôt l'exécution de la stratégie au niveau de l'entreprise. Là, c'est plutôt porté par le CODIR, c'est plutôt porté par le product manager si on a un produit. Et après, on a les OKR tactiques d'équipe, plutôt trimestrielles, qui cherchent à contribuer. Et donc là, on est plutôt au trimestre. Alors, est-ce que c'est plutôt 2 mois, 3 mois, 4 mois? Voilà, c'est l'échelle de temps, c'est quelques mois. Ok, et du coup, j'ai pas compris encore sur la question des OKR stratégiques, parce que tu as parlé de stratégie, donc on revient dans la stratégie. Il y a une espèce de double discours un peu à mode. C'est un abus de langage. Tu as raison de te poser la question, c'est un abus de langage. Moi, j'ai repris ce terme d'OKR stratégique, mais en fait, c'est le premier niveau d'OKR qui essaye d'exécuter la stratégie, c'est le premier en relation. Mais en vrai, si on veut parler si on veut utiliser cette terminologie, globalement, les OKR, c'est de l'ordre de la tactique. Ok, donc les OKR, c'est tactique, c'est un moyen opérationnel pour arriver à une ambition déterminée dans un plan stratégique. Voilà. J'essaie de. Ouais. Ok. Et du coup, il y a différents niveaux d'OKR dans la société parce qu'il y a différents horizons de temps pour déterminer la tactique. Donc, si on considère, tu me dis si je me trompe, mais j'essaie de reformuler. T'as des OKR tactiques à l'année pour donner un peu le focus de l'année. Ouais. Ça, c'est un point. Et dedans, tu auras des OKR tactique trimestrielle des équipes produits pour arriver à déjà, et ça c'est un premier step, c'est ça? Exactement. Ouais. Et les OKR tactiques, on va dire, à l'année, sont plus déterminés par le comité de direction, etc. pour dire en gros, sur 3 ans, voilà les grandes étapes sur lesquelles il faut penser pour réussir pour réussir le plan stratégique de 3 ans, c'est ça? Oui, alors sauf que on est dans la planification juste à temps, c'est-à-dire qu'en fait on va définir les OKR les uns après les autres. C'est-à-dire qu'on va se dire, ok, déjà, c'est quoi notre objectif pour la première année? Et puis on verra bien à la fin de cette première année quels seront les prochains objectifs qu'on se fixera. Et c'est pareil pour les équipes. C'est-à-dire qu'on ne définit pas les OKR de l'équipe pour toute l'année, mais trimestre après trimestre. Voilà. Alors sur ce trimestre, j'ai bien compris, mais par contre, quand tu es au niveau tactique à l'année,
Pareil, ça va être la même démarche. L'idée, c'est vraiment de revenir aux fondamentaux de la stratégie. Là, tu parles de plan stratégique, mais en fait, on est un petit peu embourbé dans les entreprises avec cette démarche très planifiée. On l'a connu avec les projets, les plans projets, et l'agilité a mis beaucoup de flexibilité là-dedans. On a dit, faut plus faire des plans, mais plutôt une planification régulière. Et en fait, c'est pareil avec la stratégie. Et pourquoi ? Simplement, la stratégie, ce sont des hypothèses. Tu fais des paris, puisqu'on va se transformer. On parle d'ambition, c'est-à-dire qu'on va au-delà de ce qu'on sait faire, au-delà de ce qu'on est aujourd'hui. Et en fait, cette stratégie, il faut la confronter avec la réalité, il faut l'ajuster par rapport aux problèmes, aux opportunités qu'on va rencontrer en chemin. Et donc, finalement, c'est une stratégie qui s'adapte au fur et à mesure. Et en fait, les OKR, c'est le mécanisme qui permet à cette stratégie de s'adapter et aux équipes de réaliser ce qu'il faut par rapport à cette adaptation. Ok. Sur ça, on va arriver sur une problématique qui arrive souvent dans la question de l'agilité et de la prédiction. Tu vois, par exemple, quand tu as fait ta transat, tu as eu un objectif de partir, donc d'avoir un bateau, d'être formé, d'avoir la thune pour le faire, d'avoir une assurance, d'avoir le support, etc. Donc, tu avais bien une deadline avec certains impératifs qui, s'ils n'étaient pas réussis, en fait, tu n'aurais pas pu être agile sur ces impératifs-là. À un moment donné, ça aurait pété, quoi. Donc, dans l'entreprise, quand tu fais un plan stratégique à 3 ans, tu as une direction et tu as un point. Et ensuite, après, tu vas avoir une réflexion sur quels sont les meilleurs steps par année, si tu as 3 ans, d'y arriver, parce que sinon, va falloir annuler le plan, quoi. Enfin, va falloir complètement annuler l'objectif final. Donc, du coup, il y a toujours une question, une tension, et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus une tension entre les équipes agiles, les équipes qui prennent l'agile sur cette itération continue, sur les objectifs, ça peut être trimestre, mois, etc., avec l'acceptation qu'il y a un objectif final. Et donc, du coup, si je prends toujours pareil cet exemple du sportif, si on dit à la fin de l'année, on va gravir la Concagua ensemble, Laurent, on va quand même se donner une vision de ce qu'on doit faire dans les trimestres pour que notre corps arrive, pour qu'on soit formé, etc. On a beau être agile sur là-dessus, il y a quand même des steps trimestriels assez forts. Aujourd'hui, quand tu as une direction qui met dans ce que tu as vu, des OKR tactiques à l'année, est-ce que les équipes vraiment le voient comme des key résultats à atteindre vraiment, ou est-ce qu'il y a quand même une tension entre les OKR trimestriels pour y arriver et la remise en cause du OKR tactique qui a été fait au tout début de l'année, qui est par défaut dans la planification? Je vois ton point. Alors, je vais d'abord répondre sur la métaphore sportive et puis après dans l'entreprise. La métaphore sportive, moi, pour ma transat, alors déjà, j'ai mis 25 ans à y arriver et mon objectif était de traverser l'Atlantique en solitaire. Et en fait, j'ai changé d'objectif en cours de route. Je me suis dit, mon objectif reste de traverser l'Atlantique parce que c'est ça le plus important. Mais je m'étais trompé sur la solution de le faire en solitaire sur mon bateau, etc. Et finalement, je l'ai fait en double avec un de mes meilleurs amis. Et j'ai atteint mon objectif, mais pas avec la solution que j'avais imaginée et sur laquelle je m'étais focalisé pendant tant d'années. Et ça, c'est important. Dans le monde de l'entreprise, c'est la différence entre une stratégie qui devient finalement un plan projet, une roadmap d'initiatives stratégiques, et là où l'exécution de la stratégie finalement devient le déroulé de tous ces projets ou toutes ces idées qu'on a en tête. Là, on est dans l'ordre de la solution, ça fige les choses, et c'est vrai que c'est là où se crée la tension entre les équipes qui sont agiles et qui finalement doivent être agiles dans un contexte qui est fixe. En fait, tout le jeu pour que tout ça se passe bien et qu'on bénéficie de l'intelligence collective, parce que finalement, et puis de la flexibilité de toute cette structure, c'est que cette stratégie et les OKR ne soient pas pensés en termes de solutions, mais bien de position stratégique, où est-ce que je veux être, etc. Après, comment je vais y arriver, ça, je verrai bien. Quand tu disais l'histoire de faire de s'entraîner par trimestre pour qu'on gravisse ensemble, je sais plus quel la Concagua. Voilà, Concagua. Finalement, les étapes que tu vas me proposer, ce sont des hypothèses. Tu penses que ces étapes sont les meilleures pour pouvoir gravir. Ça reste des hypothèses. C'est peut-être les meilleures idées pour toi, mais est-ce que ce sont les meilleures idées pour nous deux en tant que binôme? Est-ce que finalement la manière de s'entraîner à deux est la même que la manière de tu penses s'entraîner tout seul? Est-ce que finalement il va pas se passer quelque chose en cours de route où on va changer notre manière de s'entraîner parce qu'il y a c'est rigolo quand même cette aversion
au plan, en fait, au fait qu'on peut penser en avance de phase la meilleure façon de faire quelque chose. C'est Alors, en vrai. fait, non, c'est pas une aversion. C'est Ah que, ben si. non, attends, je Ah vais aller ben, jusqu'au en bout. gros, tu dis comment tu peux penser que tu peux pas, ne pas avoir imaginé la meilleure façon de faire quelque chose avant de le faire. Si on prend un Non, truc, mais, si tu veux, c'est vrai ça quand on parle de quelque chose hein, sur des typologies d'actions et de projets ou autres qui n'ont jamais été faits, tu vois. En gros, pourquoi le développeur il dit oui, mais machin, etc. C'est parce qu'en fait, il dit en gros, nous c'est créatif, on a une contexte, mais en fait, il y a plein de choses qui ont déjà été faites et en fait, il y a plein de choses où l'expérience des gens, si tu prends par exemple quelqu'un qui a déjà fait, je sais pas moi, la Concagua en groupe, etc. et que tu vas lui parler, eh ben, t'as beau, vas-y tout seul faire ton truc, essayer d'apprendre à deux, comment t'entraîner, etc. Et du coup, lui, il peut te donner un plan. Lui, le plan, il oui. peut te donner un plan. Et ça sera peut-être pas forcément le meilleur parce que toi, en fait, t'es allergique au glucose ou je sais pas quoi et qu'en fait, t'aurais dû faire autre chose. Mais en fait, au final, quand même, son plan, il avait beaucoup plus de chances d'être pertinent. Et donc, du coup, on Et- revient sur une question de qui décide le plan, quelle est sa compétence, est-ce que, etc. Alors, je reviens. Il n'y a pas d'aversion au plan. Il y a le principe qu'un plan n'est pas gravé dans le marbre et que c'est la meilleure idée qu'on ait pour démarrer, mais qu'on s'interdit pas de changer en cours de route pour atteindre l'objectif. C'est ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que si t'as un expert de gravir le Kankawa qui me fournit un plan, ben pareil pour un marathon. Voilà, si je vais prendre un plan d'entraînement sur un marathon et je vais l'essayer avec moi, peut-être que ça va pas marcher, etc. Mais en fait, il n'y a pas d'aversion au plan, ça t'empêche pas d'avoir. Et au contraire, un plan, c'est la bonne nouvelle que c'est faisable et que tu sais comment commencer. En fait, c'est un principe, c'est très bien parce que c'est un principe de mise en action. Par contre, après, faut ajuster. Et en fait, le principe stratégique, parce qu'on revient à ça, ça reste que si tu n'ajustes pas ton plan à la réalité que tu découvres ou donc les difficultés que tu vas avoir ou les opportunités qui s'offrent et que tu sais pas les prendre, c'est un problème. On est d'accord pour une entreprise On est OK. Mais du de coup, pouvoir s'ajuster. Et en fait, les OKR proposent, pour en revenir à ça, et c'est pareil pour l'agilité au niveau des projets, enfin les OKR proposent d'avoir régulièrement des points, une cadence où finalement on pose le crayon et on se repose la question, est-ce que l'objectif, le prochain objectif, c'est lequel est le mieux contenu de ce qu'on a appris, ce qu'on a avancé, et c'est quoi les meilleures idées pour essayer d'y arriver. C'est juste une cadence de prise de décision, de prise de réflexion par rapport à notre objectif plus grand. OK. Et du coup, on parle beaucoup d'objectifs. Du coup, Ouais. l'objectif à l'année, en fait, est-ce que tu vois, du coup, tu disais donc l'objectif, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est le moyen pour y arriver là-dessus. Donc, on est sur l'objectif, on va dire, par exemple, l'objectif de l'année. L'objectif de l'année, un objectif, parce que je sais que dans les OKR, il y a quand même une difficulté de comprendre la différence des fois entre objectif et key résultat. Qui résultat, c'est concret quoi, on a fait ça, etc. Et en fait, un objectif dans les OKR, c'est assez large. Et ça, c'est des fois difficile parce que en fait, aujourd'hui, tu drives une société parce que tu as des qui résultats atteints au trimestre ou à l'année de pourcentage de chiffre d'affaires, d'ouverture internationale, de recrutement, etc. Et donc, du coup, c'est quoi la différence entre un objectif et un key résultat? Pourquoi c'est important? Et c'est quoi la différence avec je sais pas moi, les indicateurs ou, Alors, ouais, il y a pas mal de points là-dedans et c'est vrai que c'est assez fondamental. Bon, la différence entre objectif et résultat clé, normalement, elle est simple. Objectif, c'est qualitatif, il n'y a pas de métrique dedans. C'est un objectif, voilà, je veux gagner les JO, je veux traverser l'Atlantique, je veux gravir le mont, voilà, que j'ai toujours pas retenu. Donc Aconcagua, mais tu vas y avoir. j'y arriverai pas, t'inquiète pas. C'est le Et, mont le plus haut d'Amérique latine. d'accord. Donc ça c'est vraiment qualitatif. Donc si tu veux, c'est pas suffisant pour se dire OK, mais comment je sais que j'ai réussi? Comment je sais que j'ai réussi? C'est vraiment les résultats clés, c'est quantitatif, métrique, c'est tout à fait factuel pour savoir si j'ai atteint ou pas l'objectif. Après la question c'est quelle différence avec les métriques, notamment quelle différence avec les KPI? Je Ouais. pense qu'on va arriver sur le sujet assez vite. Ouais. Mais avant d'aller sur ce sujet, tu as tout à fait raison. Hein, il y en a qui galèrent en fait à différencier les deux et plutôt à différencier les trois. C'est-à-dire que t'as objectif, résultat clé. Les résultats clés, c'est pas la solution, c'est pas la manière dont tu vas atteindre ton objectif, c'est bien des critères de succès. Et en fait, donc le complément, c'est les initiatives, c'est vraiment la liste d'actions, le plan
pour le coup, que tu vas mettre en œuvre pour atteindre tes objectifs, ou qui sont toutes les choses que tu vas faire pour essayer de changer, d'influencer ces métriques permettant d'atteindre l'objectif. Et en fait, la confusion, elle est sur les trois. Et la confusion, typiquement, je vais dire une bêtise, mais je vais me fixer comme mauvais objectif de livrer la version 2 de mon produit. Comme résultat clé, je vais me fixer le fait de livrer dans les temps, dans le budget, dans le périmètre ma version. Et puis comme initiative, je vais développer toutes les fonctionnalités qui permettent de mettre en prod ma version. C'est un très mauvais OKR, c'est un contre-exemple. Pourquoi ? Parce que finalement, mon initiative, c'est faire des features, mes résultats clés, c'est mettre en prod, et mon objectif, c'est mettre en prod. Donc, quelle différence entre les trois ? Aucune. À quoi ça sert les OKR dans ce cas-là ? Aucun intérêt. C'est une surcouche administrative qui sert à rien et qui bloque les gens, parce que ça apporte aucune valeur. Ça m'apporte aucune information pour prendre des meilleures décisions, pour faire simple. Et en fait, fondamentalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas changé de regard, de modèle mental. Le modèle mental traditionnel, il est axé, piloté par des livrables. Ok, je check ma case à cocher si j'ai fait compiler mon composant X ou Y, etc. Si j'ai mis en prod ma version X ou Y. Donc ça, c'est le pilotage par livrable. Avec l'agilité, on est passé sur du pilotage par la valeur. La valeur reçue par les utilisateurs, les clients, etc. Mais ça, c'est un petit peu limité, et puis c'est difficile de parler de valeur, c'est pas forcément concret. Avec les OKR, on va aller sur du pilotage par les résultats ou par l'impact. Ok, c'est qu'est-ce qu'on attend comme effet de ce qu'on a réalisé. Donc en fait, le fait de livrer en prod, on s'en fout. Si ce que j'ai livré, personne s'en sert, j'ai travaillé pour rien. Donc, ce que je veux regarder avec les OKR, c'est est-ce que ce que j'ai fait est vraiment utilisé, va changer le comportement de ceux qui l'utilisent, pour eux, pour qu'ils travaillent mieux, ou pour mon business, pour que ça me rapporte plus d'abonnés, etc. Donc, tu vois, tu as un vrai changement de posture, et c'est souvent ça qui a derrière le fait de pas distinguer les OKR. Ouais, alors après, du coup, dans ça, il y a plein de points que je trouve qui sont quand même très compliqués dans la vraie vie. C'est quoi? C'est que, premièrement, quand tu ships quelque chose, imaginons que tu mets 3 mois à shipper vraiment un cœur feature, et que tu fais les OKR tous les 3 mois, ben, en fait, le temps de voir s'il y a de l'impact, si machin, etc., c'est les 3 mois d'après. T'as pas le Donc, en temps. fait, t'as rien, en fait, dans ton OKR. Si tu dis que le shipper n'est pas un objectif en soi, en fait, au final, c'est comme si tout le travail qui a été fait sur cet OKR-là, il n'y a rien. Donc, ça, Ouais, alors ce point-là, il est très difficile. Tu as raison encore une fois de le souligner. Et en fait, faut voir les OKR comme un cadre à contrainte qui rend les problèmes visibles. Donc après, charge à toi d'essayer de résoudre les problèmes, mais au moins ils sont visibles. Et en fait, c'est la même discussion à une autre échelle que quand on est passé sur du Scrum avec des sprints de 15 jours en disant mais attendez, en 15 jours, qu'est-ce qu'on sait faire ? Alors, moi, quand j'étais développeur, je travaillais sur des versions qui duraient 1 an ou 2 ans, on avait le temps. Hein. Donc en 15 jours, on sortait rien. Et donc, il a fallu apprendre à développer de cette manière pour sortir des choses en 15 jours. Là, en fait, on a le même problème. Et effectivement, toutes les entreprises qui mettent en place les OKR avec des choses qui sont ou avec des releases qui sont sur 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, aujourd'hui, si elles veulent mettre en place les OKR, faut apprendre à changer un petit peu la donne. Mais on sait faire. Il y a du déploiement continu, il y a plein de choses qui nous aident. Hein. Tu balayes un peu trop vite la question. Nous, on est une startup, on fait du développement continu, on pousse en prod toutes les semaines. En fait, une feature pour qu'elle puisse vraiment arriver à son niveau de maturité, avoir un plan marketing, aller chercher, etc. Ton temps est beaucoup plus long. Et que donc, du coup, la dissociation de dire, en fait, c'est parce que vous shippez pas assez rapidement et que vous n'avez pas les actions marketing et de retour utilisateur qui soient là-dessus, je trouve que c'est rapide, en fait. C'est rapide parce que vraiment, c'est un point de difficulté de dire, en fait, quand tu ships quelque chose et que tu es itératif sur le ship, ben en fait déjà toutes les features peuvent pas être bêta testées simplement parce qu'il y a des fois c'est pas des enfin il y a pas cette appétence là pour les utilisateurs sur cet type de feature. En plus de ça, il faut que les gens l'utilisent, il faut voir si la taux de satisfaction tu as une feature, c'est pas dès que tu vas tester que tu vas dire si elle est bien ou pas. Des fois il y a des cadres, il y a et donc du coup en fait aujourd'hui c'est pour ça que je dis juste la question de dire le fait de faire quelque chose, quand voilà, les OKR, c'est fait pour driver par l'impact ou la valeur reçue, perçue par les gens. En fait, au final, la valeur, des fois, elle prend beaucoup plus de temps
quand tu es itératif. C'est quand c'est rapide, en fait, c'est le Graal, si tu veux. Et c'est le sucre rapide qu'on cherche tous. Aujourd'hui, tu me dis à moi, Bertram, concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant et qui va apporter la valeur à l'utilisateur dans les 3 mois et que tu vas pouvoir les voir. En gros, ça, c'est déjà notre top priorité. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui va améliorer le quotidien de nos gars et c'est ça qui va faire que ils vont voir la valeur de suite et qu'ils vont voir que ce qu'on fait avec Ersa, ça a un impact de ouf sur leur vie, etc. Mais ça, en fait, c'est le mieux du mieux. Si on avait 50% de ce qu'on faisait qui était aussi rapide en termes d'impact, etc., sur nos clients, ben, en fait, on se porterait encore mieux qu'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un point. Et après, donc, ça, voilà. Moi, je trouve, j'ai une réserve là-dessus parce qu'aujourd'hui, nous, on fait les OKR, on a vraiment ce problème-là. Et le second, tu parlais, du coup après d'initiative. Donc c'est une question, une troisième terminologie qui est pas dans les OKR, c'est plutôt le fait de dire en fait tu fais des choses dans la vie de tous les jours. Toi les initiatives c'est tout ce qui est en termes de build que tu fais en interne pour contribuer aux OKR, c'est ça hein? C'est toutes les actions, c'est pas seulement du build, hein, ça va être les actions marketing, les actions commerciales, tout ce qui permet d'atteindre ton objectif. Et on parle d'initiative, tout simplement parce que si je parle de plan d'action, en fait l'initiative est intéressante dans la sémantique pour dire ok les équipes vous pouvez prendre des initiatives tant que ça permet d'atteindre les objectifs. Pour revenir à ton point, je suis assez d'accord. Hein, c'est un vrai problème hein, de savoir non seulement shipper en 3 mois, mais avoir des retours. Mais ça pose bien la question de pas faire des features, je dirais, de manière traditionnelle, c'est-à-dire imaginer toute ta fonctionnalité, etc. C'est comment je peux la découper. Mais avant même de l'implémenter, c'est comment je peux expérimenter le besoin qu'il y a derrière ma feature. En fait, avec les OKR, tu reviens fondamentalement à cette notion d'expérimenter, de faire au minimum. Donc, tu as toutes les pratiques du Lean Startup sur lesquelles tu peux t'aider. Ta feature qui est sur du temps plus long. Hein, ça prend du temps de la maturer, de la mettre en œuvre, d'avoir de retours. Ça, par exemple, pour un produit, ça peut être ton OKR annuel. Ok, cette année, on se concentre sur cette feature. Ou 6 mois si tu es sur un produit plus rapide. Mais on va dire je vais construire cette feature sur le temps long parce qu'elle est stratégique, on pense que ça va nous positionner, etc. Et donc la question c'est quoi le premier coup tactique que je peux faire vers cet objectif plus large qu'il y a derrière la feature, parce que l'objectif c'est pas de shipper la feature, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Tu veux peut-être embarquer un nouveau segment d'utilisateur. Tu vois ce que je veux dire? Il y a d'autres choses derrière. Et donc, finalement, tes OKR tactiques, c'est quel est le coup tactique que je vais faire au premier trimestre pour essayer de progresser vers cet objectif. Et donc, c'est pas que développer la feature. C'est faire des tests marketing, c'est aller discuter avec les utilisateurs. Tu peux avoir des OKR sur les interviews utilisateurs, ou tu peux faire d'autres choses. Donc, ça revient en fondamentaux, c'est qu'est-ce que je peux faire le plus rapidement possible qui me permettent d'être sûr que je vais dans la bonne direction. Et typiquement, ça remet à l'honneur sur imaginons que tu as fait du Lean Startup sur le premier trimestre et que tu es en train de développer sur le deuxième trimestre et le troisième trimestre ta feature, et là, c'est du temps long. Là, ça va remettre à l'honneur l'idée des démos, typiquement dans Scrum, dans l'agilité. C'est dire, ok, aujourd'hui, les démos, c'est juste un réflexe de dire, bah voilà ce qu'on a fait, gna gna gna. Est-ce que tu peux te fixer des objectifs de progression sur le taux d'engagement dans tes démos? Je dis n'importe quoi. Mais tu peux changer la manière de percevoir ça, quoi. Ok. Est-ce que sur la question de l'objectif, on a un souci sur la question donc tu sais, tu as un objectif, donc un objectif et plusieurs résultats clés qui résultent. Et donc du coup, tu peux en avoir. D'ailleurs, je sais pas s'il y a une moyenne, une norme conseillée sur un objectif égal combien de résultats clés. Il y a un état de l'art, c'est typiquement maximum 3 OKR, 3 objectifs, on va dire, par niveau. Okay. Donc entreprise, produit ou équipe. Et puis pour chaque objectif, entre 2 et 5, alors là, ça dépend des coachs OKR, entre 2 et 5 résultats clés. Il y a même une autre bonne pratique de dire pas plus finalement pas plus de 6-8 résultats clés par équipe. Pour tous les OKR, et ça c'est des bonnes pratiques. Pourquoi? Dans le sens, ce qu'il faut retenir de ces bonnes pratiques, c'est pas tant le chiffre, c'est le fait que les OKR, c'est un outil de prise de décision dans l'équipe. Et je prendrai des décisions vis-à-vis de mes OKR si je les ai en tête. Et au-delà de 6-8 résultats clés, je les ai plus en tête. C'est tout simple, hein, donc
Voilà, faut que ça m'aide à prendre. Donc oui, et puis d'autres, il y a certains coachs OKR qui ont d'autres états de l'art, mais qui typiquement d'essayer d'avoir un seul OKR par niveau, ce qui est très ambitieux, on va dire. Ouais, non, Et mais c'est vas-y. vrai. Non, mais c'est intéressant. En fait, c'est la question, donc, tu vois, parce que plus le nombre de key résultats est important dans l'OKR, plus en fait, enfin, dans l'objectif, excuse-moi, plus en fait, c'est des fois difficile de se dire, en fait, non, mais moi, ce qui est vraiment important, c'est l'objectif. C'est quand même le truc. Donc, en gros, si tu as 50% des résultats clés, parce que je sais pas, moi, tu en as 5 qui sont faits, en fait, ton objectif, est-ce qu'il est vraiment réalisé ou pas? Tu vois, si tu en as fait 2 sur 5 ou 3 sur 5, en fait, parce que tous les résultats clés sont pas, je sais pas, ton objectif, c'est faire, d'être leader à 3 ans ou leader ou de gagner 10% de marge. Alors je Ouais. sais que dans les objectifs t'aimes pas mettre un chiffre, mais Non, mais c'est vas-y, si, peu importe, vas-y. c'est Pour la comme bah, en fait, démonstration. tu drives la boîte en disant mon objectif c'est de passer d'un état A à l'état B, et en fait Ouais, quand de le A à B il y a pas de on n'est pas précis, c'est compliqué aussi pour les gens de dire qu'est-ce qu'on veut vraiment réussir à faire. Je veux courir vite, ou est-ce que tu veux faire, est-ce que tu veux courir plus longtemps, est-ce que c'est courir plus longtemps, 5 km, 10 km, 15 km, t'as quand même t'es drivé par un ouais, objectif un peu plus bon. Et donc du coup quand t'as ça, en fait, tu vas avoir des key résultats qui peuvent contribuer à amener là-dessus, parce que c'est un peu des trucs qui font que si on arrive à faire ces résultats-là, naturellement, on pense que cet objectif-là va être atteint. Donc, tu as une question et là, c'est toujours pareil, d'expérience en disant, la relation entre ces key résultats qui sont une décomposition vont amener naturellement à cet objectif-là. Et donc, du coup, la question, c'est, est-ce que cet objectif-là, il est atteint si c'est 100% des résultats, si c'est ouais. 3 sur 5 résultats, ou est-ce que c'est 50% de tous ces résultats, puisque tu as une question. Et là, en fait, c'est difficile aussi des fois dans la perception et le focus. C'est-à-dire, est-ce que vaut mieux faire 50% de tous les résultats clés? Est-ce qu'il vaut mieux faire 3 des 5? Tu vois, c'est pas évident non plus pour les Ça équipes. marche. Alors, déjà, à partir du moment où les OKR, c'est l'exécution de la stratégie t'emmène d'un point A à un point B, ça veut dire que tu sors de ce que tu maîtrises, ce que tu connais, et tu vas te transformer. Donc ça veut dire qu'effectivement, les résultats clés qui sont les critères de succès de ta transformation, finalement, en fait, c'est peut-être pas forcément les bons. Donc c'est là où tu as raison, Bertrand, c'est-à-dire que les résultats clés, quelque part, ça demande de l'expérience, de l'expertise, de la connaissance de son business ou de son produit, et donc ça veut dire qu'on peut se tromper. Donc un des points, c'est quand on commence à faire des OKR, effectivement, au début, on va peut-être mettre trop de résultats clés parce qu'on veut mettre trop d'ambition derrière le résultat clé. Il faut en mettre plusieurs pour en fait s'assurer qu'on a une vision un petit peu, pas 360, mais on a plusieurs perspectives, on va dire, par rapport à l'atteinte de mon objectif. Je veux effectivement être plus performant, mais je veux aussi augmenter la qualité, ou je veux pas que la qualité se dégrade. Enfin, il faut avoir plusieurs points de vue sur mon objectif, donc pour que ce soit un succès au final. La question, c'est que déjà ces résultats clés, faut pas qu'ils soient corrélés. C'est-à-dire que si je me mets un résultat clé qui est dans le rouge, faut pas que ce soit un effet domino, que les autres résultats clés soient de fait rouges. Mais donc à partir du moment où ils sont pas corrélés, déjà tu vas en avoir un peu moins. Ok, tu vas avoir peut-être un point de vue marketing, un point de vue qualité du soft, etc. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième, ta question de fond, c'est finalement mes résultats clés, c'est que des métriques. Et ce qui m'intéresse à la fin, c'est savoir si j'ai atteint mon objectif. Si mes métriques sont pas toutes atteintes, et qu'est-ce que j'en fais? Et ben en fait, c'est un point qui est assez important parce que le fait d'avoir des métriques, des datas, ça rassure un petit peu tout le monde, surtout les exécutifs. Et au final, on va être piloté par ces données, par ces métriques. Mais ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les outils sur les OKR. On voit beaucoup. On met en avant surtout la progression des résultats clés, mais c'est qu'une information. Et la vraie question, c'est ok, compte tenu de mes résultats clés où ils en sont. Certains sont atteints, d'autres sont pas atteints. Ok, est-ce que j'ai atteint mon objectif? Parce que la vraie question c'est est-ce que je continue? Est-ce que je remets le couvert, on va dire, pour le cycle suivant? Parce que mon objectif est pas atteint, donc il faut que je trouve d'autres actions, etc. Et donc ça, c'est l'indice de confiance, et c'est un vote de l'équipe en disant, ouais, compte tenu de toutes les informations qu'on a, est-ce qu'on pense avoir atteint l'objectif? Est-ce qu'on a confiance dans le fait qu'on va l'atteindre, ce genre de choses? Et là, on revient sur du subjectif. C'est-à-dire que vraiment les résultats clés, c'est qu'une information pour moi. Et après, il y a deux aspects sur l'atteinte sur le fait d'avoir des résultats clés dans le vert. Il y a les résultats clés dites, je dirais ambitieux. C'est les moonshots.
on revient vers les moonshots de Google, où on dit finalement ce qui est important c'est pas d'atteindre 100%, c'est d'atteindre 70%. Alors le 70 on s'en fout un peu quelque part, mais pourquoi alors l'image un petit peu nulle, c'est que si on vise la lune et qu'on l'atteint pas, on sera quand même dans l'espace et on aura peut-être atteint une étoile. Le truc c'est que on se fixe des objectifs très ambitieux qui nous sortent de notre manière de faire. Donc quoi qu'il arrive, on aura appris des choses, on sera peut-être planté, mais on aura appris des choses, ou on aura déjà progressé, on aura fait un pas de côté par rapport à la manière de faire. Et on a les résultats clés d'y engager, où l'objectif là est d'atteindre 100% du résultat clé. Mais en dehors de ça, je dirais, le plus important, c'est notre perception d'équipe sur est-ce qu'on a atteint l'objectif ou pas. Et je peux avoir atteint mon objectif avec un résultat clé dans le rouge. Pourquoi ? C'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, je suis dans l'apprentissage, le résultat clé que je me suis posé, il est peut-être corrélé à un autre, ou simplement c'est peut-être pas le bon résultat clé, pour mesurer l'atteinte de cet objectif. Et donc c'est un apprentissage. Et au final, on va dire, comme c'est des objectifs de transformation, quand je vais atteindre mon état futur, au final, j'aurai appris quelles sont les bonnes métriques, de ma transformation, ou les bonnes métriques qui sont importantes pour mon état futur. Et on en arrive au KPI, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut avoir la conversation. Les KPI, je ne sais pas qu'est-ce que ça serait pour toi, différence entre KPI et OKR? En fait, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est... donc, du coup, déjà, on a des OKR qui sont de nature un peu différente, parce que équipe, produit, entreprise... tu peux vraiment avoir je parle même trimestriel, tu vois, produit trimestriel, tu as quand même des choses qui sont vraiment différentes dans ce que tu cherches à améliorer, etc. Et donc, du coup, tu n'as pas la même nature des résultats clés. Et donc, du coup, forcément, tu n'as pas les mêmes difficultés. Tu vois, sur le produit, on en avait une, sur les équipes, c'est autre chose, etc. Et donc, du coup, je pense que les points de difficulté sur les OKR peuvent être aussi liés à cette nature-là d'équipe produit ou entreprise. Et moi, la question des KPI, c'est que, en fait, la mesure, en fait, ce qui se passe, c'est que tant que tu n'arrives pas, c'est très compliqué, mais tant que tu n'arrives pas, c'est un peu un objectif en soi, tant que tu n'arrives pas à trouver qu'est-ce que tu peux mesurer précisément pour voir si tu avances, c'est compliqué de savoir si ta dépense d'énergie entre les personnes, le cash, tout ça, fait vraiment avancer le schmilblick. Et donc, du coup, je te donne un truc très, très, très con. Nous, on est assez actifs sur LinkedIn, on fait le podcast, etc. Mais notre cible, ça reste, tu vois, une cible de niche, tu vois. C'est les gens qui sont passionnés par la transfo, les organisations, la relation entre l'IT et les métiers. En gros, tu vois, ça intéresse pas non plus 100 000 personnes. T'en parles pas à Noël, ni en bu un coup. On est OK, tu vois, Laurent, ton livre OKR. Dans le boulot, c'est quand même au cœur du sujet. Mais... Ouais, mais dans ton boulot, mais en fait, ça reste une niche, en fait. Franchement, c'est une toute niche. Tu parles d'entrepreneuriat, tu parles de finances personnelles, tu parles de plein de sujets, je sais pas moi, de RH sur LinkedIn. Tout le monde est intéressé. Bon, et du coup, nous, par exemple, pendant longtemps, on se dit, mais en fait, comment on mesure le fait qu'on est bon sur LinkedIn? Parce qu'en fait, au final, le reach qu'on avait, on ne faisait pas des reach à 100 000 ou autre, tu vois. Des fois, c'était 2 000, des fois, c'est 5 000, des fois, c'est 10 000. En fait, on s'est rendu compte que nous, ce qui marchait le plus, là, en termes de métriques, c'était le fait de dire un like d'une typologie de personnes qui nous intéresse, c'est 1 point, un commentaire, c'est 5, on enlève le bruit. Et en fait, nous, ce qu'on regarde, c'est vraiment l'engagement lié à ça. Et là, du coup, on a une métrique qui vraiment, on voit l'effet en mode entre nos efforts et vraiment ce qu'on fait. Alors que quand on regardait le reach, on pouvait faire des fois des posts à 3000 vues, ce qui est pas énorme, avec 50 commentaires, et des fois, non, tu vois. Donc, tant que t'as pas trouvé ce KPI-là, qui a un effet de levier, donc du coup, sur lequel tu peux converger, c'est compliqué de travailler en équipe là-dessus. Donc moi, pour moi, si tu me donnes le KPI, c'est quand tu le trouves, c'est super moteur pour faire la relation entre cause et effet, et du coup, c'est un effet de levier. Et c'est exactement ça. T'as résumé ce qu'on s'est dit avant et ce que je vais dire après. C'est que en fait, pendant que tu construis ton OKR, tu te fixes des objectifs et tu te dis voilà, finalement, LinkedIn, ça fait partie de ma stratégie. Quel objectif je me fixe et c'est quoi mes résultats clés. Et là où c'est un apprentissage, c'est que tu es parti du reach jusqu'à l'engagement parce que tu t'es rendu compte au fur et à mesure que c'était pas ça ton vrai résultat clé. Et c'est bien pour ça que on va pouvoir se dire mon objectif, il est atteint. Malgré tout, mon résultat clé sur le reach, il est pas bon. C'est pas le bon métrique et celui-là, je veux plus suivre. Et tu vas suivre l'engagement. Et en fait, au fur et à mesure, et c'est là où c'est ce que tu as très bien dit, c'est que cet engagement devient un KPI, c'est-à-dire une métrique
importantes à suivre pour toi que tu vas dérouler. Et pour prendre un petit peu de recul, les KPI versus les OKR, les KPI, c'est l'exécution de ton business model existant. Ok, c'est comment ma boîte tourne aujourd'hui, c'est tous les indicateurs clés que j'ai appris dans le passé à force de faire, qui sont importants pour la boîte, qui sont importants pour survivre, pour être viable, pour gagner plus d'argent, pour pouvoir investir et en fait se transformer. Et donc ces indicateurs clés, donc les KPI, on les connaît, il y a une tendance, on peut se projeter, on peut même se fixer des objectifs, et c'est là où ça commence à poser problème dans la compréhension avec les OKR, c'est qu'on peut se fixer des objectifs par rapport à des KPI, mais en fait, on est dans l'optimisation de ce qu'on sait faire et de ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, c'est un plan d'action qui est plutôt connu et qu'on va dérouler, mais pas avec la même gouvernance que les OKR. Parce que les OKR, la différence, c'est cette transformation. C'est pas comment ça tourne aujourd'hui, c'est comment ça tournera demain et comment on y va. Et donc, c'est plus une performance de transformation. Et donc, les deux cohabitent. On a bien l'exploitation de l'entreprise existante et puis la transformation pour l'entreprise de demain, les KPI, les OKR. Et là, on se cherche. Là, il y a beaucoup plus d'incertitudes parce qu'on se transforme. Donc, la gouvernance associée aux OKR n'est pas la même que les KPI où on est beaucoup plus certain de ce qu'on fait parce qu'on optimise l'existant. Ok, je vois ton point. C'est peut-être que nous, en fait, quand tu crées un produit, une business unit, une offre, t'es beaucoup dans les OKR puisque c'est toute une question d'itération en continu et quand même t'essayes d'être le plus rapidement possible vers des KPI pour pouvoir avoir des bases solides et progresser sur les choses qui fonctionnent dans tous les cas où tu as trouvé une relation de cause à effet. Ok. Est-ce que on arrive à la fin de cet épisode? Est-ce qu'il y a un point particulier sur lequel qu'on n'a pas abordé ou que tu voudrais aborder ou quelque chose que sur laquelle tu voudrais revenir? Ce qu'on n'a pas abordé, c'est qui ça peut intéresser, les OKR, finalement, quel type d'entreprise. Vas-y. Enfin, on l'aura compris, on l'aura compris à demi-mot. Pour moi, en tout cas, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment deux types d'entreprises qui intéressées par les OKR. La première, c'est les entreprises qui sont en forte croissance. Donc c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup plutôt les scale-up, les entreprises de la tech. Et pourquoi c'est intéressant dans ce contexte-là, les OKR, c'est que comme on est en forte croissance, les équipes grossissent, à un moment donné les équipes se splitent. Donc la question qui va vite arriver pour tout le monde, c'est comment je m'assure malgré cette croissance organique, comment je m'assure que tout le monde rame dans le même sens au bon moment. Donc c'est la question de l'alignement et elle se pose très vite parce que justement on croît trop vite. Et si on veut pas exploser en plein vol, faut s'assurer que tout ça est bien aligné, qu'on prend les bonnes décisions un peu partout dans l'entreprise. Et donc ça c'est le premier point, c'est la croissance. Et d'ailleurs les OKR ont eu un petit pic de regain d'intérêt pendant le confinement parce que justement les managers, les exécutifs étaient un petit peu dans le flou sur s'assurer que tout le monde travaillait bien. Et donc c'est vraiment cette question de voilà, je veux donner ma confiance et la responsabilité au niveau des équipes pour qu'elles prennent des bonnes décisions localement, mais par rapport à un cadre plus stratégique. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, finalement, c'est les organisations qui sont plus en transformation, donc des entreprises déjà établies, qui sont en transformation, voilà, parce qu'elles ajustent leur stratégie, etc. Et donc, elles utilisent les OKR plutôt dans ce contexte-là. Généralement, il y a un petit peu de croissance, mais ça, c'est maîtrisé, on va dire, elle sait faire, l'entreprise. Et donc, c'est pour changer ses capacités, être plus réactive, être plus adaptative, ce genre de choses. Et donc ça on le voit typiquement plutôt dans les grandes entreprises et on le voit bien avec des frameworks comme de passage de l'agilité à l'échelle tels que SAFe. SAFe cette année a lancé une nouvelle version, la V6, où dedans on retrouve les OKR à deux endroits différents. Donc on trouve les OKR au niveau du business, c'est dans le Lean Portfolio Management à ce niveau-là. Donc là on est vraiment sur les OKR, ce que j'ai appelé tout à l'heure stratégique, et puis des OKR plus tactiques qui sont au niveau des trains. Donc là on est vraiment dans le business, dans le produit, dans la chaîne de valeur. Mais on a aussi les OKR de transformation, typiquement plus portés par les centres Lean Agile, et qui permettent finalement de
de se donner un outil de pilotage de ces transformations. Alors pas que agile, mais ça peut être RSE, ça peut être digital, co. Donc voilà, on a ces deux cas de figure. Les entreprises en forte croissance, c'est plus des TPE, des PME. Les entreprises en transformation, plus ETI, grand compte. Voilà, pour être un peu caricatural, ce que je peux voir aujourd'hui. Et donc, dans la première... T'as refait le point objectif, t'as dit objectif stratégique et les autres objectifs tactiques, donc c'est pas Bon, non, mais tu vois, ça montre bien qu'il y a quand même un point quand même clé là sur les OKR. Je suis revenu sur parce que c'est le vocabulaire classique que tout le monde un petit peu utilise, et je veux pas apporter un autre vocabulaire que ce qu'on peut lire. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est bien. Ça montre bien quand même que les OKR, il y a quand même un point sur est-ce qu'ils dessinent la stratégie, est-ce qu'ils a décidé, ou est-ce que c'est une tactique. Et je pense qu'il y a une grosse confusion là-dessus, entretenue par les mots de OKR, et qui crée du flou de dingue. Ouais, ça c'est, je suis d'accord avec toi. Donc la question c'est est-ce que on utilise un autre vocabulaire pour casser ce flou. C'est sûrement un très bon point. Et je vais pour la prochaine édition de mon livre, j'y réfléchirai. Tu mettras podcast et révolution, voilà les gens. Voilà, ouais. Content, alors juste pour finir sur le point précédent, en fait pour les entreprises qui sont en croissance. Donc là, c'est plutôt les CIO, le codir qui appelle un coach OKR. Et puis, pour les entreprises en transformation, c'est plutôt les centres lignes agiles. En fait, on voit bien les différences d'acteurs. Ouais. Donc, c'est assez significatif, ça. Non, voilà, c'est intéressant. Les transpos, toi, tu dis ligne agile. Moi, la majorité quand même des boîtes que je vois, c'est qu'ils n'ont pas de centre ligne agile. Ils sont très, très grands compte là-dessus, quand tu dis ça. Même dans les ETI, etc. Ça veut pas dire qu'ils font pas du produit, ça veut pas dire qu'ils font pas de l'agile, mais avoir un centre, ligne agile, etc. Oui, enfin, le centre, il peut avoir 2 personnes, hein. C'est pas c'est un centre à 2, quoi. C'est comme quand t'es directeur général du groupe de 3 personnes. de toi-même, ouais. Ça reste un groupe, hein, on est d'accord, mais... Non, mais c'était pour simplifier le vocabulaire, encore une fois, de parler de ça, mais tu as raison, il peut être petit ou qu'une seule personne, hein, d'ailleurs. C'est l'IT ou le directeur de la transfo qui t'appelle là-dessus. Hein. Moi, je vois bien le truc. Ouais. Parce que c'est lui c'est eux qui sont au cœur de la problématique de l'orga et de l'alignement des parties prenantes. Dans tous les cas, qu'ils vivent le désalignement au quotidien, quoi. Ouais, tout à fait. C'est un peu ça. Bon, super Laurent, merci pour tout, c'était super intéressant. Si les gens veulent te contacter, ils peuvent te contacter sur LinkedIn, c'est ça? Sur LinkedIn, sur mon site mauriceauconsulting.com. Mais sur LinkedIn, je suis très, très visible, okay. Et très accueillant. Et donc du coup aussi, bien sûr, pour aller en profondeur, acheter ton livre, pour aller un peu plus. Là, c'était une mise en bouche en 40 minutes, mais l'idée c'est quand même d'avoir les bonnes bases et de bien comprendre. Mais comme toute méthodologie, elle a ses points de difficulté et son switch de philosophie à opérer pour qu'elle puisse être opérationnelle. Tout à fait. Alors, pour aller dans ton sens, c'est juste un outil, c'est pas une baguette magique. C'est un outil qui s'adresse à l'exécution de la stratégie, qui est un sujet complexe dans les entreprises. Et les OKR ne dissolvent pas cette complexité, mais aident à un petit peu mieux la structurer et l'appréhender. Voilà. Et en plus, teasing, RSAS va faire une page plan stratégique de la société. Nous, c'est ce qu'on est en train de travailler. Voilà. Parce qu'en fait, non, mais c'est intéressant. En fait, on s'aperçoit que tous nos clients, leur portefeuille projet, il n'est pas relié aux objectifs OKR comme tu le disais, sur d'équipe, etc. Parce que ça, c'est un alignement de priorisation de décision sur plein d'autres enjeux que même juste le projet, même si ça fait partie. Par contre, le plan stratégique, c'est une page des fois qui est, tu sais, un PDF qui a été mis sur le site ou qui a été fait il y a 3 ans ou un PowerPoint. Qui en fait, c'est pas quelque chose qui vit. Il n'y a pas même d'incarnation. Du coup, on est en train de faire une vraie page avec des vidéos de la direction qui expliquent les objectifs, les grands programmes, qui a une incarnation de chaque axe stratégique ou autre, pour que déjà le haut de l'organisation il soit compris en fait, en termes haut en termes de les objectifs les plus importants ou les programmes les plus importants, pour qu'ils puissent après être déclinés soit en OKR, soit avec d'autres méthodologies pour dire ok, maintenant qu'on a cette orientation, comment on s'y prend. Non mais c'est trop cool, intéressant. Mais écoute, merci Laurent. Merci Bertrand et merci à tous les auditeurs. Bon, mais j'espère que vous avez adoré ce podcast comme nous. C'est super intéressant de pouvoir poser toutes ces questions et vraiment aller au fond des choses. Pour aller encore plus loin, on lance un cycle de live un vendredi sur 2, du coup entre 13h et 14h, entre 11h et midi.
Donc pour vous inscrire, soit vous suivez sur LinkedIn où vous verrez les événements passer, soit vous allez sur ersas.io et vous aurez tous les événements qui vont sortir. Donc n'hésitez pas, dans ces lives, vous pouvez poser vos questions et intervenir directement avec le speaker. Et en attendant, bien sûr, n'hésitez pas à partager le podcast sur LinkedIn et à le noter sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Merci à tous.